Bonjour à tous. Donc, on va peut-être démarrer. Je vois que les dernières personnes se connectent. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, donc en partenariat avec l'Omédite Hauts-de-France. Donc, aujourd'hui, focus sur la prescription et la conciliation. Donc, c'est vrai, on a réalisé un premier webinaire sur la prise en charge médicamenteuse, donc de manière générale. Vous m'entendez tous correctement? Oui, très bien. Oui. Donc, on a réalisé donc Alors, je vois qu'il y a des personnes qui n'entendent pas. Vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter dans ces cas-là. C'est peut-être un petit souci de paramétrage. Donc, on avait réalisé un premier webinaire sur la prise en charge médicamenteuse de manière générale. Ensuite, on a réalisé un deuxième webinaire sur les médicaments à risque. Donc, ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez les revisionner. Donc là, je me suis permise de démarrer l'enregistrement pour permettre du coup d'avoir également un replay que vous pourrez utiliser par la suite si vous avez besoin. Donc, au niveau du plan, vous voyez bien tous le PowerPoint qui est affiché? Alors, au niveau du plan, donc on va rappeler les principes généraux et le référentiel de certification. Ensuite, on verra les éléments essentiels et les points clés de la prescription, donc prescription informatisée, prescription manuscrite, les habilitations, les prescriptions particulières, les prescriptions à haut risque et le support unique de prescription d'administration. Et ensuite, les éléments essentiels du point clé, conciliation, qu'on retrouve dans un critère avancé. On vous expliquera tout ça juste ensuite. Donc, au niveau du référentiel de certification, donc on vous a mis les liens utiles et notamment le lien vers le nouveau référentiel de certification mis à jour donc en septembre 2021 suite aux visites des établissements pilotes. Donc, le référentiel de certification, c'est plusieurs chapitres. Donc, le chapitre 1 sur le patient, le chapitre 2 sur les équipes, le chapitre 3 sur l'établissement, qui sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés eux-mêmes en plusieurs critères. Donc, comme je le disais, chapitre 1, 4 objectifs, c'est un chapitre essentiellement porté sur le patient. Est-ce que le patient est informé? Est-ce que son implication est recherchée? Est-ce que le patient est respecté? Est-ce que les proches ou les aidants sont associés au projet de soins, etc. Le chapitre 2, ce sera plus sur les équipes de soins. La pertinence des parcours, des actes, des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient. Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Et ensuite, le chapitre 3 sur l'établissement. Donc, on a en exemple d'objectif, l'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire. L'établissement favorise l'engagement des patients, etc. Donc, on a bien 3 chapitres, 15 objectifs et donc 17 critères impératifs. Donc, notre dernier webinaire sur les médicaments à risque portait sur justement ce critère impératif. Au niveau de la boîte à outils de la HS, donc il y a essentiellement le manuel de certification. Vous savez que la Haute Autorité de Santé préconise de bien s'imprégner du référentiel avant de s'emparer des méthodes. Donc, on a toujours le patient qui est informé, son application est recherchée. On retrouve des critères sur la prise en charge médicamenteuse. Le patient est respecté, on retrouve également des critères sur la prise en charge médicamenteuse. En fait, on retrouve des critères sur la prise en charge médicamenteuse dans chacun des 3 chapitres. On vous a remis un peu à chaque fois les critères en lien. Donc ensuite, la HS a élaboré différentes fiches pédagogiques. Donc il y a des fiches pédagogiques sur la douleur, sur la prise en charge en SSR, etc. Donc là, on a une fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse sur laquelle justement on s'est basé pour vous proposer ces webinaires. Donc ces fiches pédagogiques en fait rappellent les enjeux nationaux, rappellent en quoi l'assertif répond à ces enjeux, mais également en fait, on va identifier l'HS a identifié dans cette fiche les points clés qui nécessitent une attention particulière des experts visiteurs pendant la visite. Donc en fait, vous allez voir pour chaque partie, donc là, c'est vrai que la HS a décliné la prise en charge médicamenteuse en plusieurs parties, donc administration, dispensation,
bon usage des antibiotiques, approvisionnement, transport et stockage, médicaments à risque, conciliation des traitements médicamenteux, évaluation des pratiques et enfin prescription. Donc pour chaque partie, en fait, vous allez avoir qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller évaluer, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au sein de l'établissement. Donc c'est un mémo utile pour les experts visiteurs, mais pour vous aussi, établissement, pour savoir qu'est-ce qu'on va aller venir voir au niveau de ces parties. Donc on vous a remis le lien justement vers la fiche pédagogique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs fiches qui ont été élaborées et donc qui sont en lien notamment avec la prise en charge médicamenteuse. Donc là, on vous a remis l'évaluation de l'hospitalisation à domicile, l'évaluation de la douleur et des soins palliatifs, l'évaluation de la prise en charge des personnes âgées, l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins. Donc ça, c'est également des fiches qu'on vous a remis en lien, il y a la douleur, et c'est vrai qu'à chaque fois, vous pouvez retrouver quelques infos sur la prise en charge médicamenteuse dans chacune de ces fiches. Un petit rappel sur les critères, donc en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est 3 chapitres déclinés en plusieurs objectifs qui sont eux-mêmes déclinés en plusieurs critères. Et en fait, il y aura différentes formes de critères. Donc il y aura des critères standards, donc c'est les attendus de la certification, des critères impératifs, c'est en fait ce que la HAS ne veut plus voir dans l'établissement. Donc si une évaluation à l'un de ces critères est négative, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification. Ensuite, il y a les critères avancés, donc avec l'exigence qui est souhaitée mais non exigible à ce jour. Donc finalement, en fait, les critères avancés, ce sera les critères standards de demain. Les critères impératifs, normalement, c'est ce qu'on n'aura plus dans quelques années car tous les établissements doivent avoir une évaluation positive de ces critères impératifs. Donc on a 17 critères impératifs. Donc c'est vraiment ce que la HAS ne veut plus voir au sein d'un établissement. Et donc si une évaluation de l'un de ces critères est négative, la HAS du coup se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement. Donc par contre, quand l'évaluation n'est pas atteinte au niveau du critère impératif, il y a une fiche anomalie qui est rédigée. Donc dans cette fiche anomalie, en fait, on va retrouver l'impact sur le patient. Quelles sont vos pratiques habituelles? Est-ce que vous avez connaissance de cette situation? Est-ce que vous l'avez intégrée dans votre gestion des risques? Est-ce que vous avez éventuellement mis des mesures conservatoires ou est-ce que vous avez projeté de mettre des mesures conservatoires? Donc ça, c'est vraiment un argumentaire qui est partagé avec l'établissement, qui a vocation à éclairer la prise de décision de la commission de certification. Et c'est vrai, donc là, avec le retour des établissements pilotes et des premiers établissements qui ont passé leur visite de certification, en fait, quand une fiche anomalie est rédigée, c'est toujours en lien avec l'établissement. Donc, vous allez être intégré à cette rédaction et vous allez avoir le taux, entre guillemets, le taux d'anomalie. Par exemple, pour le critère impératif médicaments à risque, il se peut que vous ayez une anomalie atteinte à 30%, par exemple. À chaque fois, les experts visiteurs vont vous donner le pourcentage. Donc ensuite, si on fait un focus donc sur la prescription, je laisse peut-être mes collègues de l'Omédic prendre la suite. Oui, merci Laurine. Donc, c'est moi qui vais prendre la suite. Donc, on va vous décliner par rapport à cette fiche pédagogique de la prise en charge médicamenteuse une thématique, la prescription. Donc, pour ce faire, diapo suivante. On repart de la prise en charge médicamenteuse et vous voyez que donc après les médicaments à risque qui vous ont été développés début octobre, là maintenant, donc on part dans cette prise en charge avec le point de départ, la prescription. La prescription, elle représente en fait une étape initiale du circuit. C'est une étape importante qui doit être sécurisée pour que toute la chaîne de prise en charge soit la meilleure possible pour le patient. Donc cette étape est sous la responsabilité médicale ou de certaines catégories professionnelles, type donc les sages-femmes, les dentaires, les dentistes, etc.
Donc, l'expert va regarder la prescription sur le support informatique ou papier, valider les prescriptions, voir si donc, les prescriptions sont validées par le prescripteur, voir s'il y a l'identité, la signature, donc manuscrite ou électronique, le niveau d'habilitation des prescriptions seront vérifiés et suivis, donc, et elles doivent être suivies par le directeur de l'établissement. Donc, le niveau de déploiement de l'informatisation de la prescription dans l'établissement et notamment les interfaces entre les services informatisés et non informatisés pour la prescription, ce qui est donc dans ce cadre-là source de dysfonctionnement, vont bien sûr être analysés. Donc, on fera un focus sur les prescriptions dites particulières, prescriptions anticipées, prescriptions si besoin, prescriptions orales, sur des prescriptions considérées à risque en fonction de l'âge, en fonction du type de prescription. L'analyse porte sur l'intégralité de la prescription. Sera importante de vérifier que celle-ci intègre tous les médicaments pris par le patient durant son hospitalisation. Donc, le support de prescription est toujours lié au support d'administration et ça sera donc très important pour la vérification des experts HAS. Donc, on parle de support unique. Les équipes donc sur la participation aux audits et aux évaluations des pratiques professionnelles, les EPP concernant les prescriptions seront donc analysées, seront interrogées. Et donc, on apprécie l'appropriation par les professionnels des résultats des évaluations. Donc, on passe à la diapositive suivante. C'est passé, mais il y a un petit temps de Et un temps de latence. Ouais. Alors, pour la prescription, donc, vous avez donc un critère standard, critère 1109. C'est le patient en prévision de sa sortie est informé des consignes pour les médicaments qui lui sont prescrits. Donc, c'est selon la méthode du patient traceur. Les éléments d'évaluation auprès des professionnels, c'est s'assurer du bon niveau de compréhension du patient. Et auprès du patient, c'est en prévision de sa sortie. Le patient doit être informé sur les éventuelles modifications de son traitement habituel, donc de l'éventuel nouveau traitement prescrit, des consignes de suivi et de la nécessité donc de signaler les événements indésirables liés au traitement ou aux modalités. Diapo suivante. Voilà, donc autre critère qui est en relation avec la prescription, c'est le critère 2303. C'est là, les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments. C'est un critère standard qui se fait selon le parcours traceur ou la méthode de le traceur ciblé. Les éléments d'évaluation pour le parcours traceur au niveau des professionnels, c'est le bilan thérapeutique qui doit être présent dans le dossier du patient donc, et qui doit suivre la lettre de liaison ou donc, qui sert de document de transfert entre deux services. Au niveau documentaire, donc on ira voir s'il y a non-utilisation du dossier informatisé pharmaceutique, si la prescription mentionne clairement l'identification, la signature du prescripteur, la date, l'heure, la dénomination en DCI du médicament, la posologie, la durée de traitement. Selon donc la méthode de traceur ciblé, au niveau du professionnel, même chose, donc c'est le bilan thérapeutique qui fait donc le lien dans le dossier patient, donc, et au niveau de la gouvernance, c'est la mise en place de l'analyse pharmaceutique qui doit être organisée et pertinente et qui intègre les informations dans le dossier pharmaceutique s'il existe. Et les interventions doivent être prises en compte par les différents professionnels. Je laisse la parole à Cynthia.
Donc on a voulu faire un point un peu plus précis au niveau de la fiche pédagogique sur le point prescription. Donc on fait un zoom sur les prescriptions, sur les différents supports de prescription, donc la prescription informatisée et la prescription manuscrite. Bon, pour la prescription informatisée, voilà, c'est l'élément de sécurisation parce qu'on s'assure en fait d'une standardisation de la prescription. On doit s'assurer d'avoir, les labs généralement permettent une aide à la prescription avec des accès possibles rapides à des protocoles validés, des banques de données, un livret thérapeutique, la base Teriac, les différents éléments qui sont demandés depuis qu'on a déployé ces indicateurs de critères d'informatisation. Elle doit également en fait permettre une meilleure traçabilité des informations liées au dossier patient et un meilleur partage des informations liées à ce patient avec les différents acteurs. Pour les établissements ou les parties de services qui ne seraient pas encore informatisés, il y aura forcément un focus sur l'ordonnance médicale avec tout ce qui avait été repris en préambule, mais voilà, les informations concernant les prescripteurs, le nom, spécialité, diplôme, RPPS, l'identification du service et ou de l'unité, avec la possibilité d'avoir le numéro de téléphone, numéro de fax ou mail, notamment pour la partie prescription, ensuite de sortie communication extérieure et pouvoir voilà, identifier le prescripteur dans son service. La date et lieu de l'établissement de l'ordonnance, donc là c'est rapport au FINES également de l'établissement. Et pour les informations concernant le patient, nom, prénom, sexe, date de naissance, âge, le poids obligatoire pour l'enfant, personne âgée, taille si nécessaire, surface corporelle et clairance de créatinine qui est fortement recommandée pour la partie personne âgée. Bien sûr, la liste des produits prescrits, la DCI, tout ça on vous l'a rappelé, la description du traitement, sa posologie, les modalités de renouvellement. Là-dessus, de ce fait, on vous a indiqué un certain nombre d'outils, notamment les mémos et les fiches d'aide à la pratique Amélie, liées à l'efficience des prescriptions. Donc là, en fait, je vous ai routé sur un lien plus particulièrement sur la partie médicaments génériques. Mais en fait, je ne vais pas tous les ouvrir, parce qu'on a, en fait, dans la présentation, on vous a essayé vraiment de vous formaliser et de vous mettre les outils qu'on a retrouvés les plus pertinents. En tous les cas, j'ai pointé sur la partie générique, mais en fait, quand vous remontez, vous allez retrouver en fait plein d'autres mémos qui sont liés à la fiche pratique Amélie. Ensuite, on voulait évoquer avec vous également les critères CAQES, qui sont connus des établissements voilà, qui ont signé un contrat CAQES avec les Hauts-de-France, parce que les critères liés à l'informatisation, les critères liés à la prescription des génériques et des DCI, sont des critères qui sont suivis quand même depuis plusieurs années. Et on vous a rerouté sur la version actuelle du RPPS et du FINES, sachant qu'on sait voilà, le développement là, du RPPS+, qui se fait depuis début octobre et qui intègre petit à petit d'autres prescripteurs, notamment là, tout le corps infirmier qui est en train de rentrer dans le RPPS+. En faisant un zoom sur les habilitations, donc l'établissement doit s'assurer du type d'habilitation qu'il va donner au médecin. Et la liste des prescripteurs habilités doit être connue de la pharmacie. Elle doit être retrouvée en fait en PUI. Et cette liste, elle doit aussi comprendre en fait tout ce qui est délégation de prescription. Donc là, on pense particulièrement aux internes. Ou après, bien sûr, les habilitations particulières liées aux catégories en fait, professionnelles de santé, notamment pour les sages-femmes, ça c'est ce qu'on avait précisé, ou les habilitations qui vont être liées au type de médicaments qu'on peut prescrire. Là, je pense particulièrement en fait aux prescriptions de stupéfiants, voire en fait dans vos l'app, quand vous êtes complètement informatisé, vous avez possibilité en fait de régler des habilitations en fonction des catégories, ou si votre lab ne le permet pas, comment vous avez bordé par un protocole en fait l'accessibilité à ce type de prescription, ou resécuriser derrière la prescription des stupéfiants notamment. Diapo suivante. Sur la partie en fait prescription particulière, on va retrouver plusieurs types de prescriptions particulières. On va retrouver en fait tout ce qui est protocole anticipé, prescription de protocole anticipé. Donc là, l'affiche insiste sur le fait que cette rédaction doit être pluriprofessionnelle, qu'on doit retrouver en fait un protocole daté, signé, ou en tout cas, forcément si c'est informatisé, la date de révision annuelle de ce protocole et qui doit être diffusée à l'ensemble des professionnels. Et c'est une prescription qui peut être appliquée à un ou plusieurs patients. Différent de la prescription conditionnelle, les fameuses prescriptions si besoin, où là en fait on va avoir des prescriptions par période en fait de 24 heures avec des intervalles temporels ou pas. Et c'est pareil, ce type de prescription conditionnelle, il faut qu'il soit au moins revu annuellement.
Ça ne veut pas forcément dire, voilà, vous avez modifié. Ça veut dire que si ça marche, c'est très bien. Mais comment, voilà, si vous avez dû intégrer d'autres prescriptions si besoin, qu'il y ait une révision annuelle qui soit faite. Et attention, parce que la prescription conditionnelle ne s'applique qu'à un seul patient. Au niveau de la prescription orale, bon, on sait qu'elle est interdite, sauf que, voilà, pratico-pratique, ça se réalise, hein, en situation exceptionnelle, notamment en situation d'urgence, et elle ne doit être acceptée qu'exceptionnellement devant une situation d'urgence, en attendant, en fait, l'arrivée d'un prescripteur, et toujours, en fait, derrière, réécrite, et contresignée par le médecin dès que c'est possible. Donc pour ce faire, il faut border, en fait, vos prescriptions orales par des protocoles, qui sont validés, en fait, institutionnellement, et en fait, pouvoir avoir accès à ces protocoles si jamais, vous avez le moindre souci également sur votre lap, hein. Diapo suivante. On voulait vous faire en fait un focus sur les outils disponibles. Alors pour ce faire, les différents Omedit réunis dans ce qu'on appelle le... J'en ai raté un, excusez-moi, j'étais trop vite. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, donc zoom sur les prescriptions à haut risque, qui va aller après avec les outils. Donc, pour les prescriptions à haut risque, on définit les prescriptions à haut risque en fonction de la catégorie en fait de population, ou en fonction en fait de la catégorie de médicaments, ou en fait sur la partie du type de prescription, les prescriptions d'entrée, les prescriptions de sortie, les prescriptions en fait au niveau de rupture ou de liaison entre les différents services. Donc, pour la partie populationnelle, on va se retrouver avec des prescriptions adaptées pour la population pédiatrique. Et de ce fait, on va vous présenter quelques outils qui pourraient vous permettre d'aider. Donc là, le but, c'est de trouver des adaptations de doses et des préparations de doses adaptées en fait à l'enfant. Pour la personne âgée, c'est tout ce qui est en fait intégration des médicaments inappropriés chez la personne âgée, tout ce qui est intégration en fait des troubles de déglutition et donc la prescription des formes buvables, la prescription en fait des formes écrasables. Donc on va bien sûr privilégier la prescription de formes galéniques type solution goutte, sirop, suspension. Et également en fait on doit retrouver la gestion de l'autonomie. Pour la prise des médicaments, celle-ci doit être tracée dans le dossier. En fonction également des catégories de médicaments, donc les stupéfiants, les chimiothérapies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les habilitations de prescription, sont des conditions de prescription qui suivent une réglementation particulière. Donc on doit retrouver l'habilitation des prescripteurs, les prescriptions nominatives, la sécurisation des ordonnances avec l'indication en fait en toutes lettres des unités thérapeutiques, du nombre de prises, du dosage, de la durée et la durée limite de prescription en fonction en fait du type de morphinique. Et il faudra apporter une attention particulière en fait aux prescriptions à l'entrée, aux prescriptions en sortie et voir pour les patients vulnérables, en fait, prioriser ces patients vulnérables pour formaliser, en fait, le bilan médicamenteux, voire concilier ce type de patients ou derrière, aller encore plus loin que la conciliation et l'analyse pharmaceutique qui peut en découler, s'orienter éventuellement vers un PPP. Donc pour ce faire, je le disais tout à l'heure, on a essayé de recenser de manière interrégionale les différents outils que les Omedit pouvaient mettre ou avaient pu faire pour les précédentes certifications, KKS et compagnie, et essayer de vous regrouper en fait ce qui pourrait le plus vous être utile. Donc là, on a fait un focus sur une population à risque qui est la prise en charge de la personne âgée. On vous a mis ici en lien le guide qualité de prise en charge médicamenteuse en EHPAD. Donc celui sur lequel on a pointé là, bon, c'est celui qui avait été travaillé par l'ARS et le Médito de France. On vous a fait également un lien vers les futurs modules OPPA. Donc les modules OPPA, c'est les modules d'optimisation de la prescription chez la personne âgée, qui est une coopération en fait interrégionale entre les Omedit de Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. Alors, on est un peu en décalage en fonction des régions. Déjà, du fait de la période Covid, ils n'ont pas pu démarrer comme on voulait. Et surtout, il y a eu beaucoup voilà, de boucles également avec les professionnels. Donc là, la partie enjeu concept vient de démarrer sur Bretagne la semaine dernière. Et elle est centrée en fait sur l'élaboration de PPP. Et le but, c'est vraiment de former. Alors, plus orienté vers le professionnel de ville, l'officinal, le médecin libéral, l'infirmière libérale, c'est vraiment inciter en fait à faire de la révision de traitement.
Donc, je vous incite, on fera les liens un petit peu plus tard sur notre site parce que là, on essaie vraiment de se poser avec Bretagne et Normandie. Il y aura une campagne de communication qui va arriver, qui pourra après, voilà, vous être présenté pour vous orienter. Alors, il y aura des plans en ligne et il y en aura d'autres qui seront en présentiel. Je vous ai relayé également tous les outils de détection des prescriptions potentiellement inappropriées chez la personne âgée. Donc, les outils les plus pertinents, bon, je pense que la plupart de vous les connaissent, hein, la liste Laroche, l'outil en ligne Stop and Start, le Stop and Start V2 et l'outil Medepad. À savoir aussi que sur la partie, alors on n'en a pas parlé là, mais il faut savoir que l'Omedit et RSQR ont développé des formations sur la PECM, également sur le secteur médico-social. À la fois axé, pas seulement sur la personne âgée, mais également en ayant un versant aussi handicap. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas mis là, c'est vraiment des outils de formation. Peut-être que Laurine et Noël pourront en parler un petit peu plus loin. Dans les autres outils disponibles sur la partie personnes âgées, on vous incite à vous appuyer sur les outils disponibles des sociétés, donc les recommandations des sociétés savantes et notamment le guide PAPA. Et je vous ai mis les liens pour pouvoir voilà, vous le procurer si vous n'en disposiez pas dans les différents établissements. Et on vous a fait également le lien vers l'appli en ligne Medepad, qui dispose également d'une appli smartphone. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais voilà, ça peut être une source assez intéressante parce qu'on se récupère toutes les infos liées aux adaptations posologiques, aux recommandations liées au moment de prise, aux écrasabilités et aux différentes interactions médicamenteuses. Donc c'est assez facile et assez, je ne vais pas dire ludique, mais en tout cas pratico-pratique, l'outil Medepad. Alors je dois avoir un petit décalage entre ce que je vous dis et ce que je vois. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Je vais arriver sur la diapo liée à la population à risque pédiatrique et les autres outils. Donc voilà, Medepad, voilà, c'est ce dont je vous parlais. Donc là, on a fait un focus sur la partie médicaments invisibles psychiatriques, mais en gros, voilà, hein, tu peux repartir sur la diapo d'avant, Laurine, si ça ne te gêne pas. Comme ça sera peut-être un petit peu plus visuel, si tu y arrives. En fait, Medepad, ça s'ouvre par classe thérapeutique. Et en fait, là, normalement, on récupère en fait toutes les adaptations. Là, je vous ai fait un focus plutôt sur les recommandations avec les modalités de préparation, le fait que ça soit écrasable, pas écrasable, les modalités d'administration avec, voilà, par rapport à l'alimentation, et puis les adaptations en fait par rapport aux posologies standards et les adaptations par rapport à la fonction rénale également. Donc, si vous ne le connaissiez pas, je vous invite à le découvrir. On en fait également voilà, le lien. Sur les autres outils disponibles pour ceux qui ont des populations pédiatriques, alors j'ai pas trouvé beaucoup de choses en France, en tout cas pour le moment. Il y aura peut-être un travail à faire après interrégionalement. Je suis repartie sur des liens outils, notamment HUG, avec un guide d'aide à la prescription et l'outil Swiss Pet Dose également. Donc, et pour tout ce qui est partie prescription particulière, bon, il y avait des affiches DCI pour les promotions auprès voilà, des professionnels et des patients. Je ne vous les ai pas mises. Je pense que vous en avez tous dans vos établissements. Par contre, on a refait le lien vers la dernière version du e-learning biosimilaire qui a été développé par un de nos collègues, Mathieu Degrave, sur le Médito de France. Donc, il vient d'être complètement réactualisé en fonction des dernières arrivées de biosimilaires sur le marché de la semaine dernière. Et on vous a également refait un lien avec le webinaire médicaments à risque. Donc là, c'est sur la partie évaluation de la pertinence des prescriptions de chlorure de potassium injectable hypertonique. Donc dans le webinaire MAR, on avait fait plutôt un focus sur les audits liés en fait au stockage des médicaments à risque. C'était plus en fait vraiment la partie stockage PUI, stockage service, identification MAR. Là, c'est un complément en fait, c'est des grilles d'audit et son guide d'accompagnement où là, on évalue vraiment la pertinence des prescriptions
prescription, les dosages, les durées de perfusion. Donc, voilà, je vous invite à le découvrir. Là, on ne va pas l'ouvrir, on en ouvrira quelques-uns d'autres après, mais si vous avez besoin, voilà, n'hésitez pas. Il y a vraiment un bon complément entre cette diapo-là et puis la diapo-mare dédiée au chlorure de potassium qu'on avait évoqué dans le premier webinaire. Outils liés à la prescription de DM. Donc là, je vous ai fait un lien vers les pansements et soins des plaies. Le lien vers le mémo Amélie, pansement des plaies chroniques. Alors, on avait espéré pour ce webinaire pouvoir récupérer le kit dédié au pansement pour le futur CAQES, qui devait normalement avoir une actualisation de ce mémo. Parce que ce mémo reprenait un point en fait, sur tout ce qui était modalité de prescription, de renouvellement des pansements primaires. Malheureusement, voilà, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la version en fait, du kit encore. Par contre, je vous ai fait un lien sur le cahier de prescription hospitalière et sa bonne dispensation en ville sur la partie Europharmat. Donc là, je ne sais pas si tu veux l'ouvrir, Laurine. Bon, vous retrouverez la version du mémo Amélie correspondante et en fait les attendus liés en fait aux recommandations liées à la prescription des DM. Le but étant vraiment d'améliorer en fait la prescription des dispositifs médicaux pour la prise en charge d'une plaie et par conséquent une dispensation adaptée de ces produits de santé par la pharmacie. Alors, il faut que tu descendes et en fait, vous allez avoir le lien de téléchargement direct, en fait, voilà, qui est sur le petit bandeau vert, cahier numéro 29, prescription hospitalière et bonne dispensation. Donc ça, il y a une actualisation, en fait, en mars 2020. Et je pense qu'il y aura de nouveau un cahier dès que le kit national sur l'indicateur national CAQES dédié au pansement sera disponible. Là, voilà, on refera le lien complet. Donc là, ça reprend vraiment l'ensemble des recommandations liées aux prescriptions PHEV, donc les prescriptions hospitalières exécutables en ville, hein, avec les recommandations liées à la conformité de la prescription, les schémas des parcours de soins, tout ce qui est en fait rappel sur l'exercice coordonné. Le rappel sur les modalités de prescription, de dispensation. Et ensuite, si vous allez un petit peu plus... Voilà, donc ça, c'est vraiment toutes les bases réglementaires liées aux prescriptions des produits de santé. Et vous allez retrouver en fait les supports d'aide à la prescription. Et puis le type d'indication des différents pansements en fonction du type de plaie que vous allez. Donc ça reprend également en fait des liens vers des outils développés par deux Omédite porteurs. Hein, c'est Pays de Loire qui est très porteur en fait à la base sur le pansement. Et là normalement c'est les Hauts-de-France qui devaient retravailler sur la partie mémo. Alors par contre, toujours sur la partie prescription de DM, on vous a fait un focus sur un outil qui s'appelle l'outil PHEV Perfadom. Donc, il faut savoir qu'en fait, le réseau des Omédite a travaillé sur le formulaire, en fait, un formulaire de prescription et un référentiel de prescription des perfusions à domicile. Alors, c'est la diapo suivante. On a travaillé sur un logigramme. Et ce logigramme, en fait, a fait l'objet d'une relecture et d'échanges avec à la fois Europharmat et plusieurs sociétés savantes, hein, dont la SPILF, dont la Société française de pharmacie clinique, la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales, en région l'URPS-IDE, et ça a été en fait une base également de travail pour la mise à disposition d'un référentiel, alors plus Excel, qui accompagne en fait ce logigramme et qui reprend les médicaments hospitaliers qu'on va le plus retrouver. Mais en excluant malheureusement les médicaments de la réserve hospitalière parce qu'il fallait qu'on fasse un choix. Là, ce formulaire de prescription, ce logigramme de prescription vise vraiment à améliorer en fait le choix
à aider à la décision du choix du type de perfusion, du type de système d'administration pour la nomenclature Perfadom. Je te laisse Tu veux continuer, Isabelle, ou Là, je pense que tu as déjà bien donné toutes de les informations par rapport à la perfusion à domicile, avec tous les documents au regard qui pourront vous aider justement pour bien prendre en charge cette perfusion à domicile. En fait, voilà, on vous a mis un lien vers la page dédiée de l'Omédito de France où on a essayé de vous recenser à peu près tous les outils liés à cette prescription de perfusion à domicile. Donc, vous allez y retrouver le formulaire de prescription avec une version champ de saisie interactive. Donc, c'est vrai que ça avait été souvent pointé du doigt le fait qu'en fait ce sont des formulaires PDF mais qui ne peuvent pas être modifiés, sur lesquels on ne peut pas voilà, venir saisir directement les noms des patients, les choix et compagnie. Donc là, ce formulaire-là voilà, est complètement interactif et il peut même être intégré à un certain nombre de logiciels de prescription. Le logigramme, c'est vraiment plus pour aider en fonction du type de produit, quel mode de perfusion je vais privilégier, perfuseur à gravité, diffuseur portable ou système actif électrique. Et associé à ça, il y a des mémos qui sont parus à destination en fait des prescripteurs pour voilà, les orienter et des mémos à destination des prestataires. On a mis à disposition donc, tout un référentiel où on reprend voilà, une liste de médicaments avec leurs différentes concentrations, leurs différents rythmes d'administration, les recommandations en fait de reconstitution, de dilution et le mode privilégié de dispositifs en fait à privilégier par rapport en fait aux durées d'administration et aux durées de stabilité du produit après reconstitution. Diapo suivante. On va aller donc jusqu'au bout de ce gros chapitre prescription. Et en résumé, donc, vous apportez en une diapo donc, les attendus. Donc, la prescription doit être réalisée sur un support informatique pour la sécurisation ou manuscrite. Et on vous met bien de la retranscription n'est pas autorisée. La prescription, en fait, est de la responsabilité médicale. La prescription doit être validée par le prescripteur. Donc, on doit retrouver son identité, sa signature qui est identifiable. Le niveau d'habilitation des prescripteurs sera vérifié. Il faut que vous ayez une liste à la PUI, liste qui est mise à disposition donc, par votre direction et qui est actualisée. Donc, pour que cette liste soit efficace et corresponde bien à vos prescripteurs présents dans votre établissement. Les attendus sont aussi l'interrogation donc, des équipes sur la participation à des audits et à des évaluations des pratiques professionnelles. Et donc, ça doit être approprié. Les résultats de l'évaluation doivent être transmis à toute l'équipe. Donc, pour voir en fait les axes d'amélioration qui seraient peut-être nécessaires. Enfin, donc, l'analyse de l'intégralité de la prescription inclut la prise en compte du traitement personnel. Pour la prescription, une vigilance donc, spécifique sur les prescriptions dites particulières, donc, comme l'a dit Cynthia, sur les prescriptions anticipées, les prescriptions si besoin, et les prescriptions orales qui sont à proscrire. Donc, l'HS le dit bien. Donc, prescription à haut risque chez des patients particuliers, des patients donc à risque, les enfants, les personnes âgées, sur certains médicaments, les stupéfiants, les chimios, et sur les types de prescriptions qui donc se font à l'entrée, à la sortie, en ambulatoire.
Donc, on insiste sur un support unique de prescription qui va permettre de faire une administration correcte du patient. Donc, donc, la nécessité de déployer l'informatisation de la prescription avec attention aux interfaces entre les services informatisés ou non informatisés. On vous rappelle aussi dans la cartouche de droite une ordonnance médicale avec tout ce qu'elle doit comporter pour être valable. Donc, là, c'est donc vraiment ce que vous devez utiliser, ne pas oublier donc en relation avec les prescriptions. Alors, il y a quelques questions dans le chat, on va peut-être y répondre avant de passer à la conciliation peut-être? Alors, il y a une personne qui demande: «Pourriez-vous développer sur la révision annuelle des protocoles conditionnels?» Alors, ouais, il y a 2 questions un peu comme ça. La prescription conditionnelle ne s'applique que pour un patient et pourriez-vous développer sur la... En fait, c'est comme tout protocole. Ça ne veut pas dire que vous devez changer le protocole. Vous devez vous assurer, comme tout protocole, en fait, de sa révision annuelle. C'est ça principalement. Et surtout, savoir si vous avez toujours l'actualisation rapport, en fait, à votre livret thérapeutique qui est OK, qui est maintenu. Oui, si votre protocole est valable et adapté à vos pratiques, et c'est donc de s'assurer que c'est toujours utilisable dans votre structure. Et pareil pour la partie qu'entendez-vous, la prescription conditionnelle ne s'applique pour un patient. Alors, on n'aurait peut-être pas dû insister, mais c'est le côté, en fait, contrairement à un protocole anticipé qui est valable pour et on s'y réfère. Et en gros, c'est vraiment par rapport, en fait, à un protocole qui est informatisé et qu'on pourrait utiliser. Le protocole anticipé, il est fait pour une cohorte de patients. La prescription conditionnelle, bien sûr qu'elle est faite aussi pour un pool de patients, mais elle va s'adapter aux besoins d'un patient précis. On va avoir une réévaluation de la dose, de la fréquence. C'est ça qu'on voulait dire par ne s'applique que pour un patient. C'est pas qu'il y a un protocole pour un patient. Bien sûr que c'est le si besoin, le si douleur, il est formalisé informatiquement pour plusieurs patients. Mais par contre, on reprend ce protocole-là et on l'adapte pour ce patient précis dans cette situation clinique bien précise et en fonction également du reste de la prescription. Alors ensuite, il y a de façon exceptionnelle pour délivrer sans pharmacien, juste un préparateur de présent, est-ce possible ou pas? Alors là, on n'est pas sur la partie délivrance, hein, on est sur la partie préparation, prescription, pardon. Là, pour le coup, je vais vous rapprocher du réglementaire, hein, je ne vois pas le rapport en fait entre la délivrance et les questions posées, mais théoriquement, un préparateur réglementairement n'est pas tenu de délivrer sans présence pharmaceutique dans une PUI. Ensuite, on a quid des habilitations de prescription des préparateurs en pharmacie en HAD qui peuvent ressaisir des prescriptions émises par un service hospitalier? Alors ça, c'est tout le problème de la rupture des parcours de l'ordonnance. C'est ce qu'on vous disait. On sait très bien hein, que pratico-pratique, on va se retrouver, et les experts visiteurs aussi, hein, dans le rapport d'expérimentation et les premiers retours d'expérience qu'on a eu des établissements là, vendredi dernier. D'ailleurs, on vous a fait le lien, vous verrez en fin de diaporama, on vous a remis un lien. J'espère que le replay voilà, sera sur le même lien. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui va être visé, c'est que c'est l'établissement doit avoir identifié en fait où il y a des risques, où dans son parcours en fait il y a des risques. Et sur la partie prescription, on sait très bien qu'on va pouvoir se retrouver effectivement avec des établissements tout informatisés, comme avec des établissements partiellement informatisés, avec un patient qui va entrer, aller dans un service, aller dans un autre service, sortir. Et c'est à ces points de rupture, à ces points de transition en fait qu'il faut être encore plus vigilant. Donc en fait, c'est à l'établissement de démontrer quelles sont les barrières qu'il a mises, quels sont les protocoles qu'il a mis en place pour pouvoir derrière en fait travailler sur
sur cette communication autour du traitement et éviter qu'il y ait de la rupture d'informations sur le bilan thérapeutique qui aura été fait au moment de l'entrée dans l'établissement et le lien complet de son traitement par la suite. Donc, je ne sais pas si on peut parler, oui, c'est une ressaisie, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Vous avez une rupture, c'est-à-dire qu'en pharmacie, en HAD, vous êtes très rarement articulé, sauf quand rattaché à une PUI hospitalière, et encore, il se peut aussi d'avoir des logiciels de prescription qui sont complètement différents. S'il n'y a pas d'interface possible, effectivement, à un moment donné, on passe par le papier et on passe par une ressaisie en fait, de la prescription qui se fait pour le coup dans le logiciel du HAD. Mais là, c'est toujours toutes les limites du système. On est loin d'être encore en tout informatisé. Alors, Après, c'est sous la responsabilité médicale, encore une fois, ça. même si c'est le préparateur qui retranscrit les médicaments sur un logiciel, ça doit être validé coûte que coûte par le prescripteur, qui valide en fait donc les traitements par rapport aux patients et à la prise en charge. Ça, réglementairement, on ne peut pas faire autrement. Et ensuite, on a une question donc, concernant l'habilitation. C'est plus une question, je pense, de retour d'expérience des autres établissements. Concernant l'habilitation à la prescription des stupéfiants, y a-t-il des établissements qui bloquent la prescription des stupéfiants aux internes sur le LAP, où tout le monde a une délégation de prescription pour les internes comprenant les stupéfiants, à l'inverse de la réglementation donc. Comment faites-vous en pratique? Je ne sais pas s'il y a des établissements qui souhaitent intervenir sur ce sujet ou... Qui ont déjà réfléchi à ces situations et qui pourraient intervenir et donner leur retour d'expérience. Alors, il y a le Beauvais qui me note délégation OK sur Beauvais. C'est toute la difficulté qu'on va avoir avec les LAP. Hein. On va avoir des logiciels qui vont permettre, en fonction des habilitations liées aux prescripteurs, de restreindre ou pas un niveau de prescription. Mais pour ça, il y a aussi la catégorisation de la prescription, c'est-à-dire qu'il faut avoir dans son LAP la possibilité d'identifier la prescription d'un stupéfiant comme étant un stupéfiant. De même, toute la partie en fait réglementaire liée à une prescription de stupéfiants en toutes lettres et compagnie, il n'y a pas forcément énormément de LAP qui permettent de faire cette conversion numérique en lettres alphabétiques des posologies, des dosages et compagnie. Donc, tout dépend en fait le type malheureusement de logiciel qu'on va avoir, et les habilitations qu'on va pouvoir donner. Il y a aussi des labs qui vont donner, qui font pas la distinction et en fait, c'est validé c'est validé entre guillemets ou mis sous la responsabilité du senior. Et à ce moment-là, ça va être derrière la protocolisation que vous allez mettre pour sécuriser les stupes. On peut très bien voir derrière une sécurisation avec une version d'ordonnance sécurisée papier de la prescription des stupéfiants, en plus de la partie également informatisée des stupéfiants. C'est vrai que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des délégations en éléments de réponse, Ouais. des À saisies sur cahier Compiègne-Noyon, senior. délégation également. Madame Couffin qui ajoute délégation OK sur Beauvais, mais saisie sur papier par un senior pour renouvellement de dotation ou nominatif. Ensuite, pour le siège de Douai, délégation sur le LAP, mais prescription des stupéfiants systématique en version papier en plus sans délégation. Signature prescripteur habilité. Donc là, en fait, pour Douai, c'est c'est protocolisé que les stupéfiants ne sont pas rédigés par un interne. Ils sont d'emblée, en fait, réalisés par des seniors uniquement. Et Douai, de ce fait, vous avez une version, les stupéfiants font quand même partie de la prescription intégrale, donc elle est informatisée, mais elle est sécurisée par de la version papier contresignée par un médecin senior. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, Informatisé. informatisé.
Ou sécurisation par papier aussi. Généralement, c'est ça, hein, on se retrouve à un moment donné avec des... Voilà, avec des... Papier. On peut pas... On peut... Voilà, l'informatique a ses limites, hein. Ça a sécurisé beaucoup de choses, mais il y a encore des parts de prescription particulières, comme les stupéfiants, comme les médicaments dérivés du sang, comme la partie antibiotique, où voilà, on ne trouve pas forcément le protocole informatisé adéquat pour tout sécuriser, et on est obligé de mettre... on est obligé, entre guillemets, de mettre du papier derrière pour aller resécuriser. Mais l'important, en fait, c'est que ce risque-là, vous l'ayez identifié et que vous ayez trouvé une parade, entre guillemets, pour bien expliquer que le risque, vous l'avez identifié, mais que vous le traitez humainement et que vous continuez à travailler dessus. Oui, comme dit Cynthia, vous voyez qu'il y a plusieurs organisations possibles par rapport donc à ces médicaments-là à risque, en fait, ces médicaments spécifiques pour lesquels il faut donc attirer l'attention. On ne peut pas avoir qu'une seule organisation parce que on est différent d'un établissement à un autre sur ce qu'on met en place. Mais comme le disait Cynthia, donc il faut mettre toutes les barrières nécessaires pour que l'organisation soit correcte et sécurisée. Donc, et vous devez, au niveau des experts, montrer que vous avez mis toutes les barrières nécessaires pour se sécuriser ce type de prescription. Il faut voir finalement dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour sécuriser? Est-ce que ça répond à vos attentes? Il n'y a pas d'autres questions, a priori. Donc, on va peut-être passer à la conciliation. Donc, conciliation médicamenteuse qui fait partie de la fiche pédagogique de la HAS. Donc, et que, comme vous le voyez sur cette diapo, c'est un critère avancé. Donc, diapositive suivante. Alors, on vous rappelle les 5 critères avancés, donc selon les secteurs. Donc, vous avez pour le deuxième critère, donc tout établissement, la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux. C'est le critère 2.2-07. Donc, forcément, les experts visiteurs vont aller voir comment vous êtes organisé sur ce critère avancé. Donc, l'objectif qui est au départ, c'est le 2.2, c'est les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Donc, il faut savoir que la conciliation médicamenteuse n'est pas l'affaire que du pharmacien. Hein, ce n'est pas parce qu'il est marqué traitement médicamenteux que c'est l'affaire du pharmacien, mais c'est vraiment l'affaire de coordination des équipes pour qu'on puisse vraiment avoir le bon traitement pour le bon patient, pour qu'il puisse être bien pris en charge au niveau de l'hospitalisation. Alors, la méthode qui va être utilisée pour ce critère, c'est la méthode de traceur ciblé. Et vous voyez donc les éléments d'évaluation du traceur ciblé au niveau des professionnels, c'est la mise en œuvre de la conciliation. Alors, on vous le répète souvent au niveau du CAQES, la conciliation, on ne peut pas la faire partout pour tout le monde, ce n'est pas possible au niveau donc organisationnel, au niveau du facteur temps. Donc, au niveau des professionnels. Donc, la conciliation médicamenteuse, elle doit être mise en œuvre pour des situations les plus à risque.
c'est essayer vraiment de limiter les risques donc, par la conciliation médicamenteuse. Et donc la gouvernance doit identifier les secteurs, les situations, les profils de patients pour lesquels il est pertinent de développer la conciliation des traitements médicamenteux. Donc ça se fait de façon collégiale au niveau institutionnel. Diapositive suivante. Désolée, il y a toujours un temps de retard. Ouais. Ah, mais là, on reste sur le suspense, c'est bien. Vas-y, Cynthia. Donc, la fiche pédagogique sur la PECM, sur le point clé conciliation, elle reprend en fait les 4 étapes qu'on réabordera derrière, mais voilà, recueil de l'information, rédaction du bilan médicamenteux, validation de ce bilan et partage et exploitation du bilan. Donc, la conciliation, c'est quoi? C'est une démarche qui structure l'organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. Et en fait, suite à l'expérimentation MEDREC, le collège HAS en fait, a défini la conciliation comme étant un processus formalisé qui prend en compte lors d'une nouvelle prescription tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Et elle va associer le patient et elle va reposer sur un partage d'informations, une coordination pluriprofessionnelle. Donc elle prévient, elle corrige le risque d'erreur médicamenteuse. Et le but, c'est de favoriser vraiment les transmissions d'informations complètes autour du médicament pris par le patient entre professionnels de santé et aux différents en fait, points de transition. Que vont être l'admission, la sortie, les transferts. On parle en fait de conciliation de traitement médicamenteux, CTM, conciliation médicamenteuse. Alors c'est vrai que c'est une démarche qu'on retrouve beaucoup dans les établissements de santé, plus dans les établissements de santé et les établissements un peu moins médico-sociaux, mais ça se fait. Mais ça implique de plus en plus fortement en fait les professionnels de ville, et c'est en tout cas une vue, un objectif très fort dans la région en France de développer également ces conciliations, notamment sur la personne âgée, avec les professionnels des soins de ville, leurs patients et avec l'aide de leur entourage. Donc la conciliation médicamenteuse, ça va permettre de récupérer toutes les ordonnances que le patient prend, ainsi que son automédication, et ça va permettre de réaliser ce qu'on appelle le bilan médicamenteux. Et ce bilan médicamenteux, il va être soit suivi d'une analyse pharmaceutique, il peut être également suivi ou au contraire associé à un entretien pharmaceutique, un échange également médico-pharmaceutique, un entretien pharmaceutique avec le patient. Et ça va permettre un ajustement du traitement, une modification ou pas du traitement. Mais dans tous les cas, si le traitement est modifié, il faudra que le patient en soit informé. Donc on a refait une diapo qui réexpliquait. Ce qui est attendu, c'est qu'on sache quel est le type de conciliation, voire si les deux conciliations sont faites au sein de l'établissement. Donc une conciliation qu'on va appeler proactive. Donc la conciliation proactive, c'est quand le bilan médicamenteux va être établi avant même qu'il y ait une prescription au sein de l'établissement. Donc c'est un bilan qui va être communiqué au prescripteur, qui va être pris en compte lors de sa rédaction de son ordonnance. Et tous les changements décidés, ils doivent être documentés, ils doivent être tracés. La conciliation rétroactive, là, ça s'établit en fait après la première rédaction de la prescription. Et ce bilan médicamenteux va être comparé en fait avec la prescription en cours et on va devoir en fait repérer les éventuelles divergences et les communiquer au prescripteur. Il les prend ou pas en compte, ou il les valide ou pas, et ça va permettre en fait la rédaction d'une nouvelle ordonnance. Et pareil, ces changements doivent être décidés, doivent être documentés, doivent être tracés, et on doit en fait retrouver en fait cette prise en compte de la part du prescripteur de ces modifications de traitement dans le bilan médicamenteux. Donc là, on vous a repris en fait les figures extraits de la SFPC qui redéfinissent bien. Du guide HAS, là c'est le guide mise en œuvre HAS 2018, la conciliation des traitements médicamenteux proactifs, la conciliation des traitements médicamenteux rétroactifs. Alors, on vous a refait aussi une petite diapo récapitulative pour faire le lien en fait
avec le volet médicamenteux de l'aide de liaison. C'est pour ça qu'on voulait en fait faire un focus sur la conciliation avec la partie prescription. C'est parce qu'en fait, on est sur un critère avancé, mais on est aussi sur un critère obligatoire qu'on doit retrouver dans la lettre de liaison à la sortie. Et c'est un point qu'on avait évoqué sur les premiers webinaires, donc on a voulu vous refaire un petit point ici. Isabelle, je te laisse. Alors, donc, c'est pour ça qu'on vous a mis donc, les différentes étapes d'une conciliation. Donc, vous avez dans un premier temps le recueil d'informations qui peut être fait par tout professionnel, qui nécessite au moins 3 sources d'informations pour croiser donc les informations et être le plus exhaustif possible. Et donc, on trace sur une fiche de recueil les médicaments par source d'information. Ensuite, donc, vous avez l'étape 2, c'est la rédaction du bilan médicamenteux et la validation du bilan médicamenteux. Donc, qui est fait par le pharmacien préférentiellement. Le contenu, c'est la liste habituelle, donc exhaustive et complète des médicaments pris ou à prendre par le patient sur prescription médicale ou non. Donc, on fait attention aussi à l'automédication. On donc collige les informations sur un support sur lequel figurent les résultats de la comparaison du bilan de la prescription. Donc, comme vous le voyez, donc, en dessous à droite, donc, le volet de bilan médicamenteux. Et ensuite, la 4e étape, c'est le partage et l'exploitation du bilan médicamenteux. Donc là, c'est tous les professionnels de santé qui s'impliquent dans la prise en charge du patient. Donc, c'est une prise en compte par le prescripteur tracée sur la fiche de conciliation et l'information du patient. Donc, il doit être fait par le médecin, le pharmacien, la sage-femme ou l'infirmière. Et on trace via une fiche d'information patient. Donc ça, c'est vraiment tout le processus de conciliation médicamenteuse et de prise en charge des patients. Diapositive suivante. Question, je ne sais pas si on y répond tout de suite ou pas. J'ai vu qu'il y avait une question. L'exemple de BM, c'est ça. On va peut-être aller au moins jusqu'à l'aide de liaison et les outils, parce qu'il y a des réponses qui vont être dans les outils. Ok. J'ai juste vu une question au-dessus. Comment s'assurer de la bonne compréhension du patient par rapport à son traitement, à sa sortie? Alors, la HS a élaboré des documents justement pour s'assurer de la bonne compréhension du patient, et je sais qu'ils en ont parlé lors d'une visite d'un établissement pilote. Il y a les outils dire, faire dire et redire pour s'assurer de la bonne compréhension du patient. Il y a quelques outils qui existent pour vous aider notamment à vous assurer de la bonne compréhension. Je vous les enverrai si besoin. Et donc, ouais, on répondra ensuite aux questions sur le bilan médicamenteux. Oui, on va dérouler donc le critère. Donc, c'est un critère 2.2-07. La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux. L'évaluation se fera selon la méthodologie du traceur ciblé. Et donc, les éléments d'évaluation auprès des professionnels, c'est sa mise en œuvre sur les situations les plus à risque, donc la détermination auprès de l'établissement de ces situations à risque pour lesquelles ils vont prendre les patients en conciliation. Et au niveau de la gouvernance, c'est d'identifier les secteurs, les situations ou les profils de patients pour lesquels il est pertinent de développer la conciliation des traitements médicamenteux. Diapositive suivante. Ça va arriver. Par rapport donc au bilan thérapeutique, c'est le critère 2.3-08. Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie. Alors, ce critère, donc sur le patient vulnérable à sa sortie, donc c'est un critère standard et la méthodologie utilisée, c'est le patient traceur. Au niveau du professionnel, les équipes expliquent, fournissent aux patients
un comparatif de traitement habituel avant son séjour et de son traitement à la sortie après son séjour. Et au niveau documentaire, c'est donc ce bilan thérapeutique des traitements que vous donc voyez est très important pour la conciliation. Donc ce bilan est tracé dans le dossier du patient au jour de la sortie et il est intégré dans la lettre de liaison. C'est pour ça qu'on va vous faire un focus maintenant sur la lettre de liaison. Vas-y, Cynthia. Alors, voilà, on voulait vous faire le lien entre ce volet médicamenteux et la lettre de liaison de sortie, parce qu'effectivement, la lettre de liaison, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2017, hein, par décret du 20 juillet 2016. Et on vous a remis en fait ici, vous retrouvez en fait les sources infos, hein, lettre de liaison, partageons l'information si vous avez besoin de déployer, sensibiliser du professionnel de santé ou du patient sur ces informations-là. Mais en fait, elle intervient, la lettre de liaison, elle va intervenir à 2 temps de prise en charge. Elle va intervenir à l'entrée, donc avec la lettre d'adressage, rédigée par le professionnel adresseur, et déjà là, elle doit comporter les motifs d'hospitalisation et toutes les informations importantes à transmettre à l'établissement accueillant le patient. Et à la sortie d'hospitalisation, là il s'agit de la 2e lettre de liaison, et c'est celle-là qui est visée par l'IQLS, elle va reprendre les informations du séjour, adressée le jour même au médecin traitant ou au praticien qui l'a adressé, si ce n'est pas le médecin traitant, et une copie est également remise au patient. Donc diapositive suivante. On vous a fait 2 liens. Alors, bon, si tu le souhaites, Laurine, on peut ouvrir la page Omédit dédiée à la communication ville-hôpital, lettre de liaison. Mais dans tous les cas, voilà. C'est juste avant, excuse-moi. Voilà, on vous a repris en fait Alors, vraiment les pardon. prérequis de ce qu'on doit retrouver sur ces lettres de liaison. Donc l'identification du patient, du médecin traitant, de son patient adresseur, le motif de la demande d'hospitalisation, les allergies connues, les traitements en cours, les antécédents médicamenteux, les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux, même s'ils ne sont pas obligatoires et sont vivement recommandés, et surtout impérativement sur la partie lettre de liaison de sortie, donc tout ce qui fait la conformité d'une prescription, hein, l'identification du patient, du médecin traitant, du médecin ayant pris en charge. On va devoir retrouver les dates et modalités d'entrée et de sortie, le motif, la synthèse médicale du séjour, avec le fait qu'il y ait eu ou pas des événements indésirables survenus au cours du séjour, l'émergence, le développement d'une infection éventuellement bactérienne, l'administration de produits sanguins, de médicaments dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical, tout ça, en fait, ça doit être tracé dans cette lettre de liaison, et dans tous les cas, c'est pour ça qu'on vous dit que le patient est informé également de ce qui s'est passé, de ce qui est tracé, de ce qui lui a été administré, des changements également de son traitement médicamenteux. Et on va retrouver donc les traitements médicamenteux prescrits à la sortie de l'établissement, avec leur posologie, leur durée, et tous ceux qui ont été arrêtés durant le séjour, ainsi que le motif d'arrêt ou de remplacement en fait, des traitements. Dans les 2 cas, on doit retrouver ces lettres, en fait, soit adressées par messagerie sécurisée ou par tout moyen qui permettent de garantir la confidentialité. Donc là, on vous a fait les liens vers le Solidarité Santé Gouv, qui reprend en fait les infographies que vous voyez sur le côté, et sur la boîte à outils Pays de Loire, qui vraiment a retravaillé sur l'élément clé lettre de liaison, avec le décret, avec le partage d'informations et avec voilà, tout l'explicatif qui est lié à la lettre de liaison de sortie. Et sur la partie volet médicamenteux de lettre de liaison, donc là, pour le coup, c'est la diapo suivante, mais on va déflorer un petit peu le sujet là. Il faut savoir que voilà, depuis 2018, la HAS recommande que le volet médicamenteux soit structuré sous forme d'un tableau qui va confronter en fait les traitements avant admission avec le traitement à la sortie, et qui va expliquer les modifications effectuées. Et là, on vous a pointé en fait un e-learning que l'Omédit Île-de-France a réalisé sur ce volet, qui explique vraiment, étape par étape, comment le remplir. Je te laisse la parole, Isabelle.
Oui, non, là, voilà, tu as fait un peu le lien avec le bilan thérapeutique qu'on doit retrouver depuis 2018, comme tu disais, hein. Ça permet justement de structurer en fait la prise des traitements du patient et de confronter en fait les traitements à l'entrée et puis à la sortie. Effectivement, au niveau de l'Eau-Méditive de France, donc ils ont fait ce e-learning qu'on vous invite à aller voir. On ne peut pas l'ouvrir parce qu'il est lourd, donc, mais on vous invite à aller le faire pour connaître et avoir vos connaissances sur ce volet médicamenteux de la lettre de liaison et pouvoir vous améliorer par rapport aux questions qui sont posées et aux informations qui sont retrouvées. Donc, on vous invite à voir ce e-learning. Si vous... S'il y a un outil vraiment qui peut vous aider, c'est celui-là. Il prend vraiment point par point en fait le volet. Il explique colonne par colonne comment le remplir. Il même propose même une méthodologie en fait de remplissage au niveau voilà, de la récupération des informations pour essayer vraiment d'organiser le traitement médicamenteux et pouvoir vraiment plus facilement comparer. Donc, je vous invite vraiment voilà, à aller le consulter pour ceux qui ont encore des difficultés à travailler sur sur ce critère-là. Donc là, en fait, on a voulu finalement vous apporter tous les acronymes qu'on pourrait retrouver sur la pharmacie clinique. Et en fait, on voulait vous montrer ça parce que la SFPC a fait un glossaire, un lexique sur les acronymes en pharmacie clinique. Donc, comment s'y retrouver entre les BM, les BMP, les BPM, les BMO et toutes sortes d'acronymes donc, que l'on retrouve en pharmacie clinique. Donc, le décret, en fait, qu'on vous a mis du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur définit les actions de pharmacie clinique. Donc, sur l'expertise, sur la réalisation de bilans médicamenteux, l'élaboration de plans pharmaceutiques personnalisés, sur les entretiens pharmaceutiques, sur l'élaboration de la stratégie thérapeutique qui permet d'assurer la pertinence et l'efficience des prescriptions et d'améliorer l'administration du médicament en bout de chaîne. Diapositive suivante. Désolée, je pédale pas assez vite, mais ça arrive. En fait, à chaque fois, je le fais avant, mais Du c'est coup, le temps. on vous a fait, oui, par rapport à la pharmacie clinique et la conciliation médicamenteuse, le avant, les acronymes indigestes, et le après, les explications possibles que l'on peut retrouver. Donc, avec le bilan médicamenteux ou bilan médicamenteux optimisé, qui est la liste exhaustive des médicaments. Enfin, vous pourrez donc reprendre un petit peu toutes ces notions qui sont tirées du lexique de la SFPC. Les PPP qui sont les plans pharmaceutiques personnalisés, c'est le projet formalisé de suivi thérapeutique. La CTM qui est la conciliation des traitements médicamenteux, donc c'est un processus. Le bilan de médication, le BPM, le bilan partagé de médication, qui en fait est le terme plutôt officiel sur la ville, qui est le résultat d'une conciliation de traitement. Et l'ET, qui est l'entretien pharmaceutique, un échange entre le patient et le pharmacien. Donc, diapositive suivante. Donc, on vous a remis aussi, et c'est un incontournable, c'est donc les processus de pharmacie clinique, donc proposés par la Société française de pharmacie clinique, où donc vous retrouvez en fait les actes procédures avec le bilan de médication, des différentes définitions de regard,
et donc le contenu de la pharmacie clinique avec la conciliation. Vous pouvez donc voir la position en fait de la conciliation dans tout ce processus de pharmacie clinique. C'est plutôt du rappel, mais donc qui est important à avoir sous le coude. Diapositive suivante. Donc, quelques outils, pareil, hein, quand on a essayé de vous filtrer. Donc, en outil de pharmacie clinique, vous allez retrouver les plaquettes d'information pour la conciliation des traitements médicamenteux à destination des médecins, des pharmaciens et des patients. Donc, prêt à l'emploi, vous n'avez vraiment plus qu'à mettre les cachets d'établissements de santé. Il y a encore quelques formations pharmaconcile par le biais de la SFPC. Et il y a un lien utile également pour vous aider à prioriser vos conciliations. Donc, bon, voilà, on ne peut pas ouvrir tous les outils, mais on a essayé vraiment de venir vous positionner les outils qui sont les plus récents et qui sont les plus actualisés pour vous aider, si votre démarche n'est pas encore enclenchée, voilà, à passer le cap et à essayer de sensibiliser vos professionnels et vos patients à la conciliation. On retrouve également, donc c'est la diapositive suivante, un certain nombre d'affiches, notamment l'affiche pour votre sécurité, passez le relais, hein, avec voilà, toute cette dynamique où on voit le patient au centre en fait du système de santé et son relais entre la ville et l'hôpital et les différents professionnels de santé. Et là, c'était vraiment pour axer sur le fait qu'il faut également informer le patient ou les aidants. On a bien conscience que des conciliations, des traitements médicamenteux en cours pour que les professionnels puissent récupérer les informations. Il existe également des logigrammes de conciliation à l'admission ou à la sortie et un guide complet pour permettre de conduire un entretien pharmaceutique. Donc, tout ça, ce sont des outils qui ont été développés par différents Zomédites, que ce soit donc, Pays de Loire, Grand Est et Normandie, en association avec et Pays de Loire, pardon, je ne sais plus si je l'ai dit. Derrière, en adaptabilité au HAD, Grand Est a développé tout ce qui est conciliation médicamenteuse de sortie vers le HAD. Ils ont réalisé des triptyques d'informations à destination des patients, des protocoles de mise en œuvre de conciliation en HAD. Ils ont mis à disposition de ce fait la fiche de liaison entre le HAD et l'officine, la fiche de recueil adaptée au HAD et la fiche de synthèse pour la conciliation médicamenteuse. Donc voilà, on vous a fait tous les liens utiles, outils, c'est complètement disponible et appropriable par vous. Et on vous a reforwardé vers la boîte à outils pharmacie clinique de l'Omédite Pays de Loire, qui là le reprend plus sur de l'interne établissement. Hein. Donc c'est une page qui a été réalisée en août 2021, où pareil, vous allez pouvoir retrouver les logigrammes de conciliation d'entrée, conciliation de sortie, tous les outils de sensibilisation aux erreurs médicamenteuses, bon, les indicateurs de suivi qui sont principalement des indicateurs de suivi CAQES. Bon là, ils sont quasiment communs à notre région hein, également. Et les recommandations guide HS, outils de la SFPC dont on vous a parlé auparavant. Mais c'est vrai que là, la page complète pharmacie clinique, voilà, si vous avez besoin d'informations pour démarrer, pour vous aider dans une structuration en fait, de votre idée liée à la conciliation, vous avez. Et alors, ces deux films-là, on les a trouvés particulièrement en fait, adaptés à une sensibilisation pour essayer de développer ça. Ce sont deux retours d'expérience en fait, de deux établissements en Pays de Loire. Sur comment mettre en place la conciliation avec voilà, la recommandation, les logigrammes, les formations qu'il y a dû faire, les informations, les sensibilisations des professionnels, le recueil d'indicateurs après de suivi pour aller plus loin et leur retour d'expérience. Et ce retour d'expérience voilà, du service de l'établissement correspondant, avec dans quel contexte ils ont été le maître et comment ça s'est passé. On voit vraiment les intervenants en fait échanger autour de tout ce déploiement. Donc bon voilà, c'est pareil, c'est des films. Donc là, le but c'était voilà de vous fournir des outils d'aide. Après, il faut que vous alliez piocher dans cela pour essayer de trouver voilà, ce qui vous semble le plus approprié par rapport à votre établissement. On se doute bien voilà, que la démarche de conciliation en soi est extrêmement demandeuse de temps. Après, la conciliation, encore une fois, n'est pas le seul domaine que du pharmacien.
c'est une démarche pluridisciplinaire. On peut associer effectivement des préparateurs, on peut associer des infirmiers, on peut associer... voilà, tout dépend en fait ce que vous imaginiez comme priorisation en fait de patientèle, comme priorisation de situation identifiée dans votre établissement. Mais encore une fois, c'est un critère avancé, c'est pas un critère standard, donc les experts sont des gens également de terrain qui ont une expérience professionnelle et qui sauront en fait voilà, s'adapter également à l'établissement qu'ils viennent auditer. Donc Isabelle, je te relaisse la... Donc la dernière diapo sur la conciliation, bah, c'est en résumé. On trouvait intéressant de vous mettre à chaque fois les résumés, les attendus, les vigilances. Donc, on vous rappelle le critère et les attendus, c'est donc ce que n'est pas la conciliation. La conciliation n'est pas de l'analyse pharmaceutique, de la révision globale des traitements, de l'éducation thérapeutique du patient, de la RMM, de l'URMED, du CREX. Donc, les attendus, c'est tracer les différentes étapes sur les supports respectifs. Pas de traçage de conciliation, bah, pas de conciliation. Hein. On ne sait pas que vous en avez fait si vous ne tracez pas. C'est le choix des secteurs, des situations ou des profils de patients concernés par la conciliation du traitement médicamenteux. Donc, vous voyez que ça peut être restreint. Ce n'est pas tous les patients que l'on prend donc en conciliation médicamenteuse, mais on cible en fait dans notre population d'établissements ceux qui en ont vraiment besoin pour pouvoir sécuriser leur prise en charge. Donc, les attendus, c'est le niveau de développement de l'établissement. On commence donc en bas de l'échelle, mais on progresse, on s'approprie le processus et on avance sur l'utilisation de et l'organisation de cette conciliation de traitement médicamenteux. On donc met des critères de priorisation. On donc prend des niveaux d'intégration de la conciliation médicamenteuse au sein de l'équipe, hein, comme me l'a rappelé Cynthia. Et donc, on le fait soit en proactif, vous vous en doutez bien que c'est parfois mieux de le faire en proactif parce que vous prenez le patient vraiment à son entrée, donc, et vous le prenez donc les traitements qui lui correspondent réellement à son entrée, donc vous sécurisez dès le départ votre prescription et votre cheminement de prise en charge, ou en rétroactif quand ben voilà, on n'a pas le temps, on peut pas, on est humain aussi, on dépend d'une organisation, mais quand bien même le faire même en décalé, donc forcément ça permet de sécuriser aussi cette prise en charge. Les vigilances spécifiques, c'est retrouver au moins 3 sources d'informations. Alors, j'ai vu que dans certaines questions, oulala, c'est pas facile d'avoir 3 sources d'informations. Donc, c'est ce qui a été estimé donc, par rapport à cette démarche et au niveau du guide de la HAS. Donc, ça c'est quand même assez exhaustif pour pouvoir retrouver donc tous les traitements des patients. Après, voilà, si vous avez 2 sources et qu'elles sont très pertinentes et que vous pouvez récupérer tous les traitements du patient, et ben, vous noterez que vous avez 2 sources pertinentes que vous avez retrouvées, donc qui vous permettent de effectivement s'assurer d'une bonne prescription. Donc, vigilance aussi sur les 4 étapes de conciliation du traitement médicamenteux avec une réalité de l'échange médico-pharmaceutique. C'est quand même ce processus qui permet justement de faire parler le médecin avec le pharmacien, donc pour pouvoir avoir une prise en charge correcte. Et enfin, donc, vigilance sur la traçabilité des 4 étapes dans le dossier du patient. Je vous ai dit, si ce n'est pas tracé, pas de conciliation, on ne sait pas que vous en avez fait. Et pourtant, c'est quand même une sacrée organisation que vous mettez en place quand vous faites une conciliation. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux la tracer, montrer tout l'effort que vous faites pour vos patients. Alors, diapositive, où tu veux qu'on réponde aux questions? Merci.
Oui, merci Isabelle. Bah, je sais pas, on va peut-être répondre aux questions avant de clôturer peut-être. Alors, il y avait... Alors, c'est vrai qu'en source d'information, bon, pareil, hein, on vous invite à suivre le lien vers le guide mise en œuvre des conciliations actualisées 2018. On a l'entretien avec le patient. Bon, après, c'est toujours le souci, mais l'entretien avec le patient, ça ne veut pas dire entretien forcément pharmaceutique, hein. Entretien avec le patient, ça peut être l'entretien de l'IDE avec le patient, du médecin avec l'IDE, l'entretien avec les proches, les sources officinales, la source pharmacien hospitalier, source médecin traitant, les lettres de liaison, justement, lettres d'adressage. Le dossier pharmaceutique, quand il existe, ça peut être les médicaments retrouvés quand les aidants ou le patient vient avec, les ordonnances, la fiche de liaison d'un établissement adresseur. Ça peut être le dossier patient également d'une précédente hospitalisation, des comptes rendus, des comptes rendus de spécialistes, des comptes rendus entre deux médecins, notamment lorsqu'on va se retrouver avec une hospitalisation en EHPAD. Donc le guide, en fait, c'est vrai qu'il formalise le fait qu'il faut à minima 3 sources d'informations pour essayer, voilà, d'établir ce bilan médicamenteux. Et il y avait une question, je crois qu'on a vu passer. Alors, le problème, c'est que là, il y en a eu pas mal, donc je ne sais pas si on les voit. Il y avait une question sur la validation du BL, mais est-elle obligatoirement faite par le pharmacien? Alors, non. Un bilan médicamenteux, c'est pas, ça peut être validé par un professionnel de santé, ça peut être validé par un médecin, ça peut même être validé par une IDE. En fait, le bilan médicamenteux, c'est une liste. C'est différent du bilan de médication, qui est vraiment une étape de pharmacie clinique. C'est pour ça qu'on vous a fait ces petites diapos, parce que on se doutait que ça allait être dur, hein. Même pour nous, quand on revoit dans la littérature tout ce qu'on trouve en fait en acronyme, et le bilan médicamenteux, c'est une liste en fait de tous les médicaments pris ou à prendre à un instant T par un patient. Et ça va permettre en fait à l'hôpital de rédiger cette première prescription. Et donc ça va être validé par le médecin qui prescrit. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est validé par un pharmacien. Par contre, c'est vrai que quand c'est validé, ben, ça a une notion entre guillemets supplémentaire quand c'est revalidé derrière par un pharmacien. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement validé par un pharmacien. Ce qui est différent en fait du bilan de médication. Alors le bilan de médication, lui, en fait, il fait partie d'une étape de la pharmacie clinique qui vient après le bilan thérapeutique. Il est issu en fait d'une conciliation de traitement médicamenteux. C'est-à-dire qu'à partir d'un bilan thérapeutique, on va réaliser une conciliation des traitements médicamenteux et on va derrière en fait vraiment permettre de rédiger une nouvelle prescription qui va derrière en fait générer ce qu'on appelle ce bilan de médication. Mais la conciliation, elle peut aussi aboutir à une autre étape, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte en conciliation et en rédigeant ce BMO qui va être nécessaire en fait d'aller plus loin pour tel ou tel type de patient. Et il va peut-être falloir en fait diriger le patient vers le projet en fait d'un plan pharmaceutique personnalisé, d'un PPP, vraiment un suivi individualisé de ce patient par le pharmacien à la suite du bilan de médication, à la suite en fait d'une concertation avec le médecin pour qu'on s'assure vraiment de la bonne compréhension, du bon suivi en fait du patient et de la compréhension du pourquoi son traitement a été modifié. Voilà, on voulait pas, aller sur le PPP parce que c'était vraiment pas le but aujourd'hui, mais il fallait qu'on en parle dans les diaporamas pour vraiment essayer de résumer les différentes étapes et les différents acronymes en fait qui sont propres aux actions de la pharmacie clinique. Vraiment, là, le lexique, appuyez-vous sur la partie du lexique qu'on vous a mis en lien. Après, alors il y a le temps réglementaire pour faire une conciliation d'entrée. Non, il n'y a pas de. Temps réglementaire en Voilà, particulier.
c'est des effectifs supplémentaires pour développer et maintenir la conciliation, temps passé plus d'1 heure par patient concilié plus traçat. Donc, effectivement, c'est un processus qui peut être fastidieux. C'est pour ça que on ne le met pas à tous les patients. Et puis, ça n'aurait pas d'intérêt. On ne le met pas à toute situation. Donc, on essaye de vraiment le privilégier pour des situations particulières ou des patients particuliers pour lesquels on aura forcément une valeur ajoutée sur sa bonne prise en charge. C'est un peu ça l'idée que l'on veut vous apporter. Alors, il y avait une question aussi sur la disponibilité des supports. Donc, Laurine a répondu que c'était disponible sur le réseau Syndicalité, sur leur site. C'est aussi disponible sur le site de l'Omédit. Il faut juste nous laisser un petit peu de temps pour pouvoir le mettre sur les différents sites. En fait, c'est vraiment des webinaires partagés avec RSQ. Donc, RSQ dépose tous les webinaires hein, sur leur chaîne YouTube. Nous, on relie, on refait le lien avec eux. Là, il faut qu'on recrée une page complète sur le site Medit et on remettra dans tous les cas tous les PDF avec tous les liens actifs. Pour que vous puissiez voilà, réutiliser les diapos. Il n'y a aucune chasse gardée quelconque. Le but, c'est que vous utilisiez tout ou partie au sein de vos établissements et tous les liens seront actifs sur les PDF. Et j'en profite aussi. Alors, il y a eu une question sur la foire aux questions. Alors oui, il va y avoir une foire à questions dédiée aux différents webinaires sur la certification. Là, on essaie comme on peut de répondre aux différentes questions, mais sachez voilà, qu'on enregistre toutes vos questions et elles seront toutes positionnées, du moins celles en tout cas les redondantes ou celles voilà, regroupées au sein d'une foire à questions également validée par le réseau des Omédites. On va être plusieurs régions derrière à valider et à répondre collégialement et à mettre à disposition cette foire à questions. Mais c'est pareil, comme c'est une démarche qui se fait de manière interrégionale et pas forcément au même rythme, là on est encore dans la finalisation de l'outil foire à questions et de son organisation pour être le plus efficient possible, entre guillemets, dans l'organisation liée aux réponses. Je pense notamment à des thématiques ou à des mots-clés liés aux foires à questions. Donc là, on y retravaille tout début novembre, mais nous, on collégie vos différentes questions. On y répond aussi de manière individuelle. Donc voilà, vous pouvez nous mailer également et on essaiera au mieux de répondre. Et dans tous les cas, toutes ces questions, en fait, et leurs réponses, vous les retrouverez à la fois sur la foire aux questions Réseau Medit et sur la foire aux questions qui sera recensée en région. Et on vous mettra les liens sur nos sites respectifs. Après, il y avait donc une question qui est revenue sur les hôpitaux de jour. Alors, si vous estimez que l'hôpital de jour est un service à risque, dans ces cas-là, par rapport à ce qu'on vient de vous développer au niveau de la conciliation médicamenteuse, effectivement, vous allez faire une conciliation médicamenteuse de vos patients. Mais ce qu'on veut vous montrer par là, c'est que c'est vous qui faites vos choix pour prioriser en fait les situations, les patients, donc les services avec votre institution pour déterminer là où vous allez faire votre conciliation médicamenteuse. Question sur le bilan thérapeutique. Et là, il y en a une également. Faut-il obligatoirement que le bilan comparatif OMA vs BMO apparaisse dans le dossier patient pour que ce soit papier ou informatisé? Ou une synthèse de la conciliation avec le BMO uniquement peut être présente? Alors je dirais, tout dépend si vous avez réussi dans votre établissement à faire si l'outil conciliation, en fait, fait partie intégrante de votre LAP ou pas. Est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Parce que la plupart du temps, on va retrouver plutôt la synthèse de la conciliation qui va derrière permettre, en fait, on va le retrouver effectivement dans le DP, on a plutôt une synthèse. Mais en fait, tout va dépendre si vous en êtes à un niveau de développement de la conciliation où vous avez carrément un logiciel dédié qui arrive à déverser les informations dans le DP.
Mais c'est pas demandé d'avoir voilà, d'avoir toute la démarche. Je me permets de parler. En fait, oui, effectivement, la question c'était ça. On s'est rendu compte qu'avec les médecins, le fait d'avoir le document intégral avec le BMO et l'OMA dans le dossier, pour eux, c'était source de confusion, vu Ouais. pour eux, la notion de arrêté, suspendu, maintenu, c'était source de confusion. Donc, il y a un document unique de synthèse qui est mis pour chaque conciliation. Est-ce que ça, c'est suffisant comme traçabilité du coup de l'entièreté de la démarche de conciliation? C'était ça, en Oui. fait, la question, tout simplement. Ah oui, non, mais complètement. Mais déjà, là, que vous ayez... Ça veut dire qu'informatiquement, vous êtes doté C'est quoi? C'est une interface que vous avez? C'est quoi? Non, c'est dans l'app. Dans l'app, il y a un module d'observation où on écrit une synthèse de la conciliation et on a un module, on a une fiche de conciliation dématérialisée dans l'app. D'accord. Je vous remercie. Ben, merci à vous de votre intervention. Ça va donner des idées donc, aux autres établissements. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne vous l'a pas mis, mais il y a le guide ANAP aussi voilà, qui expliquait tous les enjeux en fait d'informatiser la conciliation, mais c'est vrai que c'est pas donné entre guillemets à tous les établissements d'aller jusque-là. Donc je le renverrai également en lien parce qu'en fait ils identifiaient vraiment les prérequis pour réussir à informatiser la conciliation. Et effectivement, ce que vous signalez là, à savoir la rédaction de l'OMA, la rédaction du BME et la signature en fait de ce BME, était complètement en fait informatisée en conciliation des traitements d'entrée, là pour le coup. Donc comment? Il me positionnait vraiment, il préconisait vraiment aux différents points de rupture, comment essayer d'organiser, comment essayer de mettre des systèmes d'alerte pour le pharmacien, comment essayer de mettre des outils, mais encore, voilà, ça va. Il préconisait en fait d'avoir des modules dédiés à la conciliation connectés en fait à l'outil de prescription. Mais dans tous les cas, c'est pas exigé. Ce qu'on veut, c'est dans tous les cas, c'est pouvoir valider les différentes étapes et retrouver surtout la synthèse qui va permettre voilà, d'avoir ce fameux bilan de traitement qui, après, fera l'objet de son intégration en fait, dans la liaison. C'est ça qui est visé. C'est quoi que vous avez? On peut se permettre de vous demander ce que vous avez comme lab? Retranscrivez-vous le contenu du BMO dans les parties traitement habituelles de votre lab pour faciliter les prescriptions de sortie? Je ne sais pas si vous êtes encore là, ou s'il y a un décalage. On a peut-être besoin d'un peu plus d'explications, si la personne peut expliquer sur cette question. Dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment retrouver, hein, et on réinsiste sur la lettre de liaison, c'est qu'en cas de changement de traitement, il faut retrouver la notion de traitement initié, de traitement modifié, de traitement interrompu, avec les commentaires à la clé. C'est ça, en fait, qu'il faut absolument retrouver dans la lettre de liaison, sur la partie volet médicamenteux. C'est vraiment ça qui est visé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, on a peut-être, j'ai vu qu'il y avait en fait énormément de questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, soit nous les envoyer par mail ou alors on les intégrera dans la foire aux questions. De toute façon, toutes les questions seront réintégrées dans la foire aux questions, donc n'hésitez pas. On a peut-être oublié une ou deux questions dans le chat. Alors,
pour faire suite, donc, on vous propose donc des webinaires, donc juste après les vacances scolaires. Un webinaire sur la dispensation, l'approvisionnement, le transport et le stockage, avec l'analyse pharmaceutique des prescriptions, la préparation éventuelle des doses à administrer, la délivrance des médicaments, la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament, la gestion des commandes, les transports des produits et les règles de stockage. Donc, on vous propose ça le 23 novembre à 13 h, donc toujours en visioconférence. Et ensuite, donc, on vous propose un webinaire spécifique sur l'administration. Donc, avec les prescriptions sont prises en compte, la vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription, l'administration par un professionnel de santé habilité, la traçabilité dans le dossier et l'information et la surveillance du patient. Donc ça, le 30 novembre à 13 h également en visioconférence. Donc, vous avez le lien d'inscription juste indiqué dans le diaporama. Ensuite, on a quelques idées de prochains webinaires, notamment en lien avec le CEPIAS sur le risque infectieux, notamment sur l'antibioprophylaxie. Donc, on verra comment on organise ça sûrement en début d'année prochaine. Donc ensuite, on vous a remis donc le lien vers le site internet du coup de l'Omedit, vers le site internet du réseau santé qualité risque, le site de l'AHS où vous pouvez retrouver du coup toutes les infos liées à la certification. Il y aura la foire aux questions, comme on en parlait tout à l'heure, la foire aux questions régionales et la foire aux questions réseau Médic, et quelques liens utiles. Donc là, on vous a remis, concernant la foire aux questions, on vous a remis la foire aux questions du réseau Médic. Donc en fait, qui va du coup répertorier toutes les questions de toutes les Omédites au niveau national. Donc comme ça, on aura aussi une vue des questions qui ont été posées dans d'autres régions. Et ensuite, donc du coup, nous, on fera, comme le disait tout à l'heure Cynthia, une foire aux questions au niveau régional, avec notamment toutes les questions posées lors de ces webinaires. Et donc, le diaporama, je l'envoie par mail d'ici la fin de semaine. Ensuite, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du réseau Santé Qualité Risque où vous retrouvez les webinaires les replays des différents webinaires. Et sinon, ils seront envoyés également par mail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça répond on espère que ça répond à vos interrogations et que tous ces outils peuvent vous aider, notamment en interne. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des compléments d'information à avoir sur des outils plus particuliers que vous aimeriez donc trouver. Alors, soit ils sont déjà faits et donc on vous les mettra à disposition à partir du moment où ne serait-ce c'est sur l'Omedit, donc par le réseau, ou donc à créer, dans ces cas-là, à créer avec vous, pourquoi pas. Alors, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été si nombreux. Et puis, on vous donne rendez-vous du coup pour le prochain webinaire le 23 novembre. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Bonne journée à tous.